Salut les Wargamers, c'est Lee de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui on se retrouve pour la lecture et l'analyse du nouveau codex de Game Workshop, à savoir les Custodes. On va donc rentrer dans le détail des Custodes, mais je tenais juste à souligner que c'est la première armée d'élite qu'on va pouvoir voir en 7v8. Quand je dis élite, c'est que c'est clairement une liste qui va s'orienter sur un format à 2000 points qui ira de 20 à 35 figurines. Donc c'est relativement intéressant de pouvoir voir ce que Game Workshop a voulu donner à ce genre d'armée, que ce soit au niveau de leur efficience réelle de tanking, de leur létalité et aussi justement de leur rôle sur le champ de bataille, puisque là on va voir que ça s'oriente clairement vers du contrôle de terrain et d'objectifs pour gagner une partie. On se retrouve donc les Wargamers pour la lecture et l'analyse du Codex Custodes, codex qui est vraiment un magnifique bouquin. Il n'est pas très épais puisqu'en final il n'y a que 80 pages. Le fait est quand même que les visuels sont magnifiques, que ce soit au niveau des dessins ou même des photos prises des figurines. Et il y a un travail de peinture qui est vraiment à souligner. Au niveau vraiment du fluff, déjà pour introduire ces guerriers-là, faut savoir que les Space Marines sont issus du code génétique des Primarques, eux-mêmes issus du code génétique de l'empereur, alors que là pour le coup les Custodes sont directement issus du code génétique de l'empereur. Et ça va vraiment se ressentir au niveau de l'orientation du codex, aussi bien au niveau du profil des figurines au final que des visuels. On a vraiment l'impression qu'ils sont spéciaux quand on les joue. On commence tout de suite à rentrer dans le dur des Custodes et je vais vous lire le premier paragraphe du bouquin, à savoir l'introduction écrite par Game Workshop. L'Adeptus Custodes rassemble les plus grands guerriers de l'humanité. Ce sont des demi-dieux cuirassés d'oramides scintillantes et équipés des meilleures armes, les plus mortelles et les plus finement ouvragées de l'Imperium. Alors pour les plus finement ouvragés, je suis clairement d'accord. Maintenant pour les plus mortels, on repassera parce que ça va clairement manquer de patates. Leur mission est singulière et peut-être la plus importante de toute la galaxie, car c'est à eux qu'ont été confiées la sécurité et l'inviolabilité de l'empereur. Pendant des millénaires, ils ont protégé le système solaire avec une détermination à toute épreuve et mené une guerre secrète dont le reste de l'Imperium n'a nulle idée. À présent que l'Immaterium se déverse dans la réalité et que la guerre consume le moindre monde impérial, les Custodians doivent se lancer à travers les étoiles afin d'éliminer des dangers indicibles avant qu'ils n'approchent le trône de leur maître. Donc comme je disais juste avant, on est vraiment là pour représenter les guerriers ultimes de l'Imperium. C'est bien représenté puisque on va voir au niveau de leur profil que ça fait partie des profils humanoïdes, on va dire, les plus bourrins, les plus tanky aussi. Maintenant, en termes d'armes, on aurait préféré un arsenal un petit peu plus poussé, que ce soit au niveau fluffique, puisque là finalement on va se retrouver avec des armes qui sont assez sympathiques d'un point de vue style, d'un point de vue fluff, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. On passe ensuite aux différentes règles, à savoir qu'il y en a toujours deux types, comme d'habitude dans les codex Game Workshop, à savoir des règles qui vont être génériques et d'autres qui vont être spécifiques. Je commence tout de suite par les génériques, ça va aller relativement vite puisqu'il n'y en a qu'une, c'est l'égide de l'empereur. Les figurines avec cette aptitude ont une sauvegarde invulnérable de 5+. En outre, jetez un D6 chaque fois qu'une figurine avec cette aptitude subit une blessure mortelle en phase de psychique. Sur 6, cette blessure mortelle est ignorée. Il faut faire attention parce que c'est vraiment qu'en phase de psychique. Si on prend par exemple l'air d'effet de Mortarion, on verra que ça ne s'appliquera pas puisque Mortarion fait son air d'effet en phase de charge. Ensuite, on va voir les règles qui vont être spécifiques, qui ne s'appliqueront que si votre armée est réglementaire et que si votre détachement contient uniquement des figurines avec le keyword Custodes. Ces aptitudes vont s'appliquer à l'infanterie, aux motards, et on regrettera malheureusement qu'elles ne s'appliquent pas au Dreadnought. Et c'est là où on va avoir un petit souci au niveau du Dreadnought, puisqu'il va avoir uniquement une invulnérable à 5. Et on aurait aimé, on va dire, pour pouvoir le jouer, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il coûte un petit peu près 200 points, qu'il ait une invulnérable à 4. En tout cas, là, les règles qu'on va avoir, ça va être élu de l'empereur. La sauvegarde invulnérable de cette unité est améliorée de 1 jusqu'à un maximum de 3+. Autant dire que vous ne bénéficierez pas de cette règle que vous payez indirectement avec les figurines si jamais vous leur mettez un bouclier Storm qui leur fournit nativement une sauvegarde à 3+. En tout cas, on se rend quand même compte que l'ensemble de l'armée, modulo le Land Raider et le Dreadnought, va avoir une invulnérable à 5, à 4 si jamais votre détachement est full Custodes. Donc on le verra tout à l'heure, mais ça veut dire que le moindre piéton a une invulnérable à 4, pareil pour les motos ou même les Terminators. Et enfin, deuxième règle spécifique, c'est garde assermentée. Si une unité avec cette aptitude est à portée d'un pion objectif, blablabla, c'est ni plus ni moins que objectif sécurisé. Mais comme je disais juste avant, ça va s'appliquer à l'ensemble des figurines qui sont de type infanterie et motard, alors que dans tous les autres codex, ça s'applique uniquement au choix de troupes. Et donc là, ça va vraiment être excellent, puisque ça veut dire que si une seule figurine est sur un objectif, et là pour le coup, vous vous retrouverez souvent dans ce genre de situation où il va vous rester qu'un seul mec, mais avec une sauvegarde à 2, peut-être une invulnérable à 3 ou à 4, avec en général entre 3 et 7 PV, il aura l'objectif, même si en face de lui il y a plus de monde, à moins que ce soit des rôles troupes.
Pour ce qui est de ces règles, ce sont vraiment des bonnes règles qui vont vous encourager à jouer un détachement spécifique Custodes, puisque ça va être une armée très tanky, mais quand même avec quelques petites faiblesses, aussi bien au niveau des blessures mortelles qu'on va pouvoir manger, aussi bien aussi des craquages de dés, puisque sur 5-6 dés lancés lors d'une phase de sauvegarde, on peut aisément faire de 1 et que ça va très vite pénaliser ce genre d'armée qui va manquer un petit peu de punch par contre au niveau de sa létalité pure. On passe ensuite aux traits de seigneur de guerre et son nombre de 6. Je commence tout de suite par le premier. Les unités Adeptus Custodes amis à 12 pouces de votre seigneur de guerre au début de la phase de charge adverse peuvent effectuer des interventions héroïques comme des personnages. Ça c'est très fort, puisqu'on l'a déjà vu dans certains rapports de bataille sur la chaîne, il ne faut pas oublier que les interventions héroïques ne se font pas que si jamais l'adversaire charge. C'est à la fin de la phase de charge que si jamais vous êtes à portée, vous pouvez en faire. Et le simple fait de se dire qu'on va être capable de faire des énormes phalanges, enfin des énormes lignes de figurines dans ce codex-là, on y viendra tout à l'heure en termes de stratégie, dès qu'on va se retrouver à 3 pouces de l'ennemi, si l'ennemi ne peut pas forcément reculer, ou ce genre de mouvement, on va être capable de l'impacter à sa phase de corps à corps. Donc c'est vraiment un bon trait de seigneur de guerre. Ensuite, on va avoir guerrier hors pair. À chaque jet de touche de 6+, pour votre seigneur de guerre en phase de combat, il peut effectuer une attaque bonus contre la même unité, utilisant la même arme. Je trouve que là, pour le coup, ça va être un petit peu trop situationnel puisqu'on va voir que les persos spé vont avoir entre 5 et 6 attaques. Je trouve que malheureusement, c'est quand même peu de chance à chaque fois qu'il va attaquer et il faut quand même l'emmener au corps à corps, ce petit gros. Sauf quand il est en moto, mais même, on verra qu'on peut trouver mieux. Ensuite, on va avoir création supérieure. Chaque fois que votre seigneur de guerre perd un PV, jetez un D6 sur 5+, il ne perd pas ce PV. Ça, c'est relativement intéressant, puisque pour le coup, on va être sur une armée vraiment tanky, on va avoir envie parfois d'avoir des petits électrons libres qui se barrent, et si c'est son personnage, on va se retrouver avec un mec qui a une 2+, peut-être une invulnérable à 3 ou à 4 s'il est en moto, et qui en plus annulera les PV perdus sur du 5. Donc vraiment là on va avoir quelqu'un de très tanky. Si on aime avoir un personnage qu'on veut rendre charismatique parce qu'un petit peu unique, un petit peu tanky et qu'on veut pouvoir l'emmener au charbon et miser sur lui, c'est vraiment un bon trait de seigneur de guerre. Ensuite on va avoir esprit inattaquable. Votre seigneur de guerre peut tenter d'abjurer le sorcier une fois à chaque phase psychique, comme s'il était psycheur. Lorsqu'il le fait, ajoutez 1 au résultat du test d'abjuration. Alors ça c'est pareil, c'est vraiment pas mal puisque comme je disais juste avant, c'est une armée qui va énormément souffrir des blessures mortelles, des châtiments. Donc ça c'est vraiment un bon palliatif. On le verra ensuite, on va avoir et un artefact et un stratagème qui vont nous permettre de contrer aussi des sorts en phase de psychique. Donc pour le coup, celui-là aussi est à retenir, mais peut-être plus situationnel dépendamment de la liste que vous allez affronter. Ensuite, on va avoir chape radiante. L'adversaire doit soustraire 1 au jet de touche qui cible votre seigneur de guerre. Et c'est marrant puisqu'en général on va avoir tendance à cacher son seigneur de guerre et juste à dire que ça va être en défensif, ou en tout cas quand on a un seigneur de guerre qui a plus de DPV et qu'on ne peut pas cacher. Mais là, ça va être assez intéressant, puisqu'on se rendra compte tout à l'heure qu'on a une figurine qui s'appelle le Praetor, qui est capable en fait de donner une bulle de -1 pour être touché à 6 pouces de lui. Que s'il ne bouge pas via un stratagème, il peut pousser la bulle à 12 pouces. Et donc, combiné avec ça, ça pourrait dire que votre seigneur de guerre, pour clairement jouer le rôle d'aimant, en le mettant tout devant, les copains derrière à 12 pouces, et lui, alors que ça serait quand même déjà un gros tanker, aurait -2 pour être touché. Et mine de, une figurine qui va avoir -2 pour être touchée, votre adversaire va clairement hésiter à le focus, donc ça peut vraiment être sympa. Encore une fois, il nous reste un trait de seigneur de guerre, mais on voit que ce tableau s'oriente clairement soit dans le buff de groupe, soit au contraire sur le souhait de vouloir rendre un personnage un petit peu unique, que son seigneur de guerre soit vraiment un gros ton, qu'on puisse envoyer au charbon et miser sur lui, et ça c'est vraiment appréciable. Et enfin, compagnon de l'empereur, vous pouvez relancer le dé pour les dégâts infligés par les attaques de votre seigneur de guerre. Alors c'est pareil, si jamais vous voulez jouer votre seigneur de guerre en mode gros ton qui va au corps à corps, c'est vraiment pas mal, puisque au niveau des grosses lacunes du codex, c'est que l'ensemble des armes ont une valeur de damage aléatoire qui en général est de D3. Et ça devient très difficile en fait de pouvoir miser de façon stable sur une unité, puisque par exemple 3 touches vont faire de 3 à 9 PV. Donc pour le coup, ça devient assez compliqué de fiabiliser les choses. Maintenant, sur un seigneur de guerre qui va avoir en général à peu près 5 attaques, ça peut être assez sympa puisqu'on verra, mais en gros, il va pouvoir toucher sur du 2+, relançable, blesser dépendamment de son équipement en général, soit sur du 3, soit sur du 2, quasiment tout. Et donc de pouvoir le faire relancer les D3 PEV, il y a moyen que ça devienne un vraiment gros ton. Au niveau des personnages nommés, on va y venir après, mais le capitaine général Trajan Valoris va avoir le trait de seigneur de guerre champion de la période qui permet de faire des interventions héroïques à 12 pouces de lui-même. Et donc,
En tout cas, ça peut être assez sympathique, même si je pense qu'on aura tendance à ne pas le mettre en seigneur de guerre et le garder un petit peu en mode totem. On passe maintenant aux différents stratagèmes, partie très intéressante comme dans tous les codex, mais là relativement importante, puisque comme je le disais précédemment, on va être sur une armée qui va être très tanky, mais qui va avoir du mal à réellement en fait impacter l'adversaire pour lui faire mal là où il y en a besoin, pour justement ne pas avoir à tanker trop longtemps, puisque encore une fois, on va être régi aux probabilités et surtout au craquage des dés. Et sur une armée comme ça, avoir des craquages de dés, bah, ça va vite être pénalisant. Donc on va devoir utiliser les stratagèmes qui pour le coup en général ne sont pas trop chers pour pouvoir être sûr d'impacter là où il faut et couper un petit peu l'herbe sous le pied de son adversaire. Je commence tout de suite avec d'une lueur dorée, ils émergent, qui vaut entre 1 et 3 points de commandement. Un point de commandement qui va vous permettre de mettre une unité d'infanterie, motard ou dreadnought en téléportarium. Et pour 2 unités, ça va vous coûter 3 PC. Et ça, c'est vraiment excellent. Déjà parce que c'est la première fois qu'on va être capable de faire entrer des réserves, un Dreadnought. Là, on le verra, mais on a un Dread qui est quand même vraiment pas mal, mais qui coûte entre 197 et 199 points, qu'on aura peur qu'il prenne la foudre. Et bien là, on va pouvoir le faire arriver où on veut et pas mal impacter l'adversaire. Et ça, c'est vraiment, vraiment fort. On parle de ça, on parle aussi du fait de pouvoir, par exemple, avoir une unité d'infanterie de 5 ou 10. Bon, on est tout de suite en général entre 500 et 850 points. Le fait est quand même que ça veut dire qu'à la fin de la phase de mouvement 1, vous allez être capable de faire une ligne de 10 mecs, et on parle de 10 custodes qui vont avoir entre 3 et 4 PV et qui vont avoir une sauvegarde à 2 avec une invulnérable de 3 ou 4, donc ça rigole vraiment pas. Et c'est avec ce genre de ligne qu'on va être capable de faire un petit peu stresser son adversaire. On le sait déjà, mais qui dit stress, dit décision un petit peu plus dure, et qui dit décision un petit peu plus dure, dit peut-être anévrisme. En tout cas, dit erreur de la part de votre adversaire. Donc ça, c'est vraiment un stratagème qui est très très fort. Je pense pas l'utiliser par 3 PC parce que ça voudrait dire ne plus avoir grand chose sur la table, mais en tout cas par un PC quasiment systématiquement pour pouvoir faire un petit peu stresser l'adversaire, pour pouvoir mettre un pack soit de 3 figurines, mais qui déjà dans ce codex là va être relativement difficile à tomber, soit avec un Dread, ou soit comme je vous le disais pour redéployer une grosse unité. Ensuite, on va avoir scinder les lions. Là, c'est vraiment un stratagème extraordinaire. Il vaut quand même 2 PC, donc c'est pas donné. Utilisez ce stratagème au début de votre phase de mouvement. Choisissez une unité d'Alarus Custodian, c'est les Terminators, de votre armée sur le champ de bataille. Cette unité se scinde immédiatement en unités distinctes d'une figurine chacune. Ça, c'est à mon avis un des stratagèmes les plus forts du codex, peut-être même, on va dire, de Warhammer en général, puisque ça va vous permettre en gros de splitter une unité. Dépendamment dans le milieu dans lequel vous allez jouer, vous allez compter les KP, donc les kill points, où là vous allez peut-être donner un petit peu de points à votre adversaire, mais imaginez dans un contexte où vous ne les comptez pas, ou même en fin de partie, si jamais vous avez cette latitude-là, vous prenez une unité de Terminator de 3, 5 ou même 10, puisque j'en parlais tout à l'heure, mais par 10 ça va devenir super bon. Attention, on est à 840 points il me semble, un petit peu près pour ce genre de combo. Le fait est quand même que vous les splittez et le mec va devoir à chaque fois qu'il tire sur un mec, splitter ses tirs. Et on en parlait tout à l'heure, mais on est sur des figurines qui vont être ultra tanky et donc régies au craquage des dés. Mais le craquage, ça marche dans un sens comme dans l'autre. Prenons l'exemple de 9 motos Rayolas Eldar d'une escouade de 10 Hellblaster qui va tirer sur 10 Terminators uniques. Le mec va devoir choisir sur lequel il tire avant de voir les résultats de dés. Et donc vous allez clairement vous retrouver avec des petits Terminators parmi les 10. Certains vont peut-être mourir, mais encore une fois, ça m'étonnerait, à moins que le mec mette énormément de tirs dessus, auquel cas ça va être de l'overkill, puisque il n'y a qu'une seule figurine au maximum qui va mourir. Ou au pire, vous allez vous retrouver avec toujours peut-être les 10, mais en leur manquant 1 voire 2 PV. Et les Terminators, on le verra, mais ils rigolent clairement pas, puisque contrairement aux autres entrées du codex, ils sont pas à 3, mais à 4 PV. Et ils vont le mettre dans le cul de pas mal de tirs élites qui font en général 3 damages. Ensuite, autre stratagème qui a retenu mon attention, c'est grenade d'entrave qui vaut 1 point de commandement. Utilisez ce stratagème au début de votre phase de mouvement ou en phase de charge. Choisissez une unité ennemie à 12 pouces ou moins d'une unité d'infanterie Adeptus Custodes de votre armée et jetez un D6. L'adversaire doit réduire le résultat de la caractéristique de mouvement ou la distance de charge de cette unité ennemie jusqu'à la fin de la phase. Les unités ayant le mot vol ne sont pas impactées. Donc à ne pas utiliser sur les unités qui ont le mot vol, on l'a compris. Le fait est que c'est super, super, super fort. Regardez tous les gros tons qui sont capables d'arriver à 9 pas de vous. Et bien là, vous avez juste à utiliser un point de commandement et vous allez pouvoir réduire en moyenne de 3 leur valeur de charge. C'est juste extraordinaire. Et ça veut dire que le tour d'après, ça va être à vous d'impacter. Et ça, on en parlait tout à l'heure, mais c'est typiquement le genre de stratagème qui va vous permettre en fait de faire osciller la partie en votre faveur, puisque c'est un truc tout bête. Mais le fait est que son unité ne puisse pas charger, ça veut dire qu'il ne pourra pas taper en premier. Et en général, les unités qui font très mal sont un petit peu en mousse. Donc vraiment, ça, c'est un putain de bon stratagème. Ça s'utilise encore une fois, soit en phase de mouvement,
pour empêcher un adversaire de se barrer, hein, ça aussi ça peut être très très fort, soit au niveau de la phase de charge. Donc c'est vraiment vraiment excellent. Ensuite on passe sur un stratagème qui va être très consommateur puisqu'il vaut quand même 3 PC, c'est balise de téléportation de Vexilla. Utilisez ce stratagème à la fin de votre phase de mouvement. Si vous placez une unité Adeptus Custodes se téléportant à la fin de la phase, vous pouvez le faire entièrement à 6 pouces ou moins d'un Vexillus Praetor ami et à plus de 3 pouces de toute figurine ennemie. C'est juste extraordinaire. On en parlera tout à l'heure et on en a déjà un petit peu parlé au début de cette review, mais le Vexillus Praetor est en fait la figurine individuelle, donc un personnage soit en armure standard, soit en armure Terminator, qui va avoir une petite bulle qui notamment peut vous donner un bénéfice de -1 pour être touché. Donc c'est vraiment une figurine qui sera quasiment auto-incluse dans chacune de vos listes, et avec ce petit stratagème, enfin ce gros stratagème, puisque 3 PC c'est quand même relativement consommateur, qu'on peut combiner à d'une lueur dorée, ils émergent, ou qu'on peut directement appliquer à des Terminators, on va être capable de placer des figurines à 3 pouces de l'ennemi si le mec s'est trop avancé. Et ça c'est juste extraordinaire, hein. Ça fait penser un petit peu aux balises de téléportation tôt, où on peut avoir des Crisis lance-flammes qui se posent au centre de table. C'est vraiment vraiment fort, puisqu'encore une fois on va être avec une armée qui va coûter relativement cher, donc on n'a pas envie de rater sa charge par exemple avec des unités comme ça. Ensuite un point qui est relativement pété, puisque endosser le manteau. Utilisez ce stratagème lorsque votre seigneur de guerre est tué. Choisissez un shield capitaine de votre armée sur le champ de bataille, il devient votre seigneur de guerre. Choisissez ou générez lui aussitôt un trait. Pour la mission, votre seigneur de guerre n'est pas considéré comme ayant été tué quand cette figurine reste sur le champ de bataille. Et ça c'est juste extraordinaire, puisque en général un régicide peut rapporter jusqu'à 3 points de victoire à l'adversaire, et grâce à ce petit stratagème, encore une fois, qu'on utilise si le seigneur des guerres meurt, on a cette latitude là de reprendre indirectement des points de victoire à l'adversaire. Donc c'est vraiment extraordinaire, et en plus de ça c'est qu'un seul point de commandement. Ensuite on va avoir pour un point de commandement étincelle de divinité. Utilisez ce stratagème lorsqu'un psycheur ennemi manifeste un pouvoir psychique à 12 pouces ou moins d'une unité Adeptus Custodes d'infanterie ou de moto. Vous pouvez effectuer un test d'abjuration pour cette unité comme si elle était psycheur. On en parlait tout à l'heure, hein, mais la faiblesse de cette unité va être d'être victime de blessures mortelles, et pour un point de commandement on va être capable d'abjurer un sort. C'est relativement cher payé, surtout qu'on n'a pas la certitude d'abjurer ce sort. Ensuite, on va avoir frappe perforante. Pour un point de commandement, utilisez ce stratagème lorsque vous choisissez une unité Adeptus Custodes de votre armée pour attaquer en phase de combat. Ajoutez 1 au jet de blessure effectué pour les lances de gardien. Alors c'est super fort. On le verra, les lances de gardien ne sont pas forcément les armes qu'on va retenir, hein, puisqu'elles valent 12 points versus une hache qui en vaut 14, mais on y reviendra tout à l'heure quand on parlera un petit peu de l'arsenal. Le fait est quand même que ça donne aux Custodes une force native de 6, donc blesseront quasiment tous les humains sur du 3. Et là, si on arrive justement avec un gros pack au corps à corps, on va être capable de blesser sur du 2 et donc de vraiment faire le ménage. Ensuite, on va avoir pour un point de commandement grenade traumatique, qui est le fait d'utiliser, en gros, quand on va tirer son lance-grenade balistus, donc c'est lance-grenade des armures Terminator, sur une unité, on va perdre la PA de son arme, mais à côté de ça, on va empêcher l'ennemi de tirer en état d'alerte. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Aussi, on va avoir les yeux de l'empereur qui ne vaut que 1 point de commandement, puisque utiliser ce stratagème lorsque vous générez un objectif tactique, vous pouvez défausser cet objectif tactique et en générer un nouveau. Alors c'est super intéressant, puisque on sent le vœu de Game Workshop d'orienter vers cette armée, vers le fait de jouer les objectifs et le contrôle du terrain, puisque ce stratagème existe déjà dans le livre de règles, sauf que pour l'ensemble des armées, il vaut 2 PC, ici un seul. On passe maintenant aux différentes reliques. Il y en a 13 au total. Elles sont pour la plupart vraiment bonnes. Là je vais quand même m'arrêter sur Kuru Angelis, figurine avec Vexilla Magnifica uniquement. Le Kuru Angelis remplace le Vexilla du porteur qui perd l'aptitude Vexilla Custodes. C'est le truc pour avoir -1 pour être touché notamment. À la place, les unités Imperium Ami d'infanterie et de motard à 6 pouces ou moins du porteur en phase de morale réussissent automatiquement leur test de morale. Et une fois par bataille, à votre phase de mouvement, si le porteur ne s'est pas déplacé, vous pouvez jeter 1 des 6 pour chaque unité ami ou ennemi à 6 pouces ou moins. Soustrayez 1 au résultat si l'unité est un personnage, ou 2 s'il s'agit de l'Adeptus Custodes. Sur 4+, l'unité subit des 3 blessures mortelles. Limite, on se fout complètement de la létalité de cet objet. C'est surtout le fait de rendre n'importe quelle unité de l'Imperium sans peur. Et ça, c'est juste extraordinaire si on veut utiliser cette armée en allié d'une autre. Ensuite, relique similaire à celle qu'on vient de voir qui était vraiment pétée, sauf qu'on va remplacer le fait de pouvoir infliger des blessures mortelles par un petit bonus d'abjuration, puisque figurine avec Vexilla Magnifica uniquement, fois absolu remplace le Vexilla du porteur qui perd l'aptitude Vexilla Custodes. À la place, les unités Imperium Ami d'infanterie et de motard à 6 pouces ou moins du porteur en phase de morale réussissent automatiquement leur test de morale. Et le porteur peut tenter d'abjurer un pouvoir psychique à chaque phase psychique comme s'il était psycheur. Limite, moi je préfère clairement celui-là au précédent, même si
vous pouvez clairement prendre les deux moyennant le petit stratagème qui va vous permettre de prendre plus d'une relique. Donc vraiment dans une liste ou un format avec énormément de points, ça va vraiment être sympa de pouvoir avoir 2 bulles de sans peur. En général, c'est des choses qui sont réservées au chaos. Là, en l'occurrence, on va même pouvoir le donner à de la garde impériale suite à leur nerf. Ensuite, on va avoir 2 objets qui vont nous permettre d'avoir une invulnérable à 3, mais je vais surtout m'arrêter sur l'Aquila d'or, figurine de motard uniquement. Cette figurine a une sauvegarde invulnérable de 3+. De plus, vous pouvez relancer les jets de charge ratés pour cette figurine. On en parlait tout à l'heure et on va y revenir quand on parlera des différentes motos, mais malheureusement, on ne peut pas leur mettre de bouclier Storm dessus, donc elles sont bloquées avec une invulnérable à 4. Là, non seulement leur invulnérable passe à 3 et ça les rend beaucoup moins sujettes aux tirs de canon laser ou aux armes multi-PEV, mais en plus de ça, si c'est votre seigneur de guerre, on en parlait tout à l'heure, il va pouvoir relancer les jets de charge ratés. Donc c'est vraiment un bon objet pour buffer encore plus un personnage. Ensuite, une petite relique intéressante mais qui va soulever pas mal de questions, en tout cas qui va nécessiter un errata, c'est la plate prétorienne, figurine Terminator uniquement. Lorsque vous placez le porteur, choisissez un personnage Imperium ami. À la fin de la phase de charge de votre adversaire, s'il y a une figurine ennemie à 1 pouce ou moins de ce personnage, vous pouvez retirer le porteur du champ de bataille, s'il s'y trouve ou pas, et le placer à 3 pouces ou moins de ce personnage et à 1 pouce ou moins d'une figurine ennemie. Le porteur n'est pas considéré comme ayant chargé. C'est ça qui est très bizarre, c'est que le porteur n'est pas considéré comme ayant chargé. Donc malheureusement, vous ne pourrez pas taper. Donc c'est uniquement un TP. Est-ce que vous aurez le droit de faire un mouvement héroïque? Je ne suis même pas sûr, puisqu'en fait vous serez déjà considéré comme étant à 1 pouce ou moins d'une figurine ennemie. Donc c'est cool, vous avez pu vous téléporter, mais vous perdez quand même une phase de corps à corps pour ça. Donc c'est vraiment bizarre. L'intérêt par contre, c'est que ça s'utilise sur n'importe quel personnage de l'Imperium. Et enfin, dernière relique qui est vraiment pété, c'est le sceau du Castellan. S'il est sur le champ de bataille au début de la partie, mais avant le premier tour, vous pouvez retirer le porteur, ainsi que jusqu'à 4 unités Adeptus Custodes amis à 6 pouces de lui du champ de bataille. Autant vous dire qu'on s'en fout, puisque vous les mettrez paquets, puisque vous saurez dans votre tête que vous allez pouvoir les redéployer, et placez-les de nouveau en respectant les règles de la mission. Vous devez les replacer sur le champ de bataille. C'est juste super fort, puisque ça va vous permettre en fait de faire un vrai refus de flanc à votre adversaire. Vous avez juste à les mettre à 6 pas, lui il va être obligé de faire des pauses, et vous allez pouvoir les redéployer. C'est juste énorme de pouvoir redéployer 4 unités plus son seigneur de guerre. Vous allez vraiment pouvoir mettre hors lost, on va dire, la plupart des armes vraiment létales, et ça c'est vraiment cool. On passe maintenant aux différents profils des entrées avec les QG, et là on s'attaque à Papa Custodes avec le capitaine général Trajan Valoris, qui est tout simplement un gros ton, on peut le dire comme ça. Il vaut quand même 250 points. Maintenant il a un profil de Custodes standard, donc ce sont vraiment des surhommes. Ils ont un mouvement de 6, une capacité de combat de 2+, une capacité de tir de 2+, une force de 5, une endurance de 5. Donc là on est vraiment sur du standard Custodes. Il a ensuite 7 points de vie, 5 attaques, un commandement de 10 et une sauvegarde à 2. Au niveau de son équipement, il va être équipé d'une hache de guetteur et d'une miséricordia. À savoir que l'hache du guetteur a un profil et de tir et de corps à corps. Au tir, elle va avoir une portée de 24 pouces, tir rapide 1, donc 2 à 24 pouces, avec une force de 5, moins 1 à la prédication d'armure et 2 dégâts. Bon, c'est quand même pas bien folichon, le gars il n'est pas là pour tirer, on va s'en rendre compte juste après. Et ensuite, sa hache de guetteur a le profil de corps à corps suivante, force x2, pénétration d'armure -3 et damage D3. Vous allez voir tout à l'heure, l'ensemble de l'armée a un damage D3. Et c'est un petit peu ce qu'on va reprocher à une armée comme ça, puisque ça va être une armée qui va quand même manquer relativement de mobilité, même si elle va être capable en général de pouvoir soit faire une frappe en profondeur, soit d'utiliser un stratagème pour ça. Le fait est quand même qu'avec un mouvement de 6 qui est très correct, ils vont quand même pas mal courir les mecs. Donc heureusement qu'ils sont tanky, mais on va leur regretter que l'ensemble de leurs armes est D3. Donc en fait une valeur de dégâts relativement aléatoire, puisqu'on en parlait tout à l'heure, mais si jamais vous avez 3 blessures qui passent, vous allez faire de 3 à 9 points de vie, ce qui est un delta beaucoup trop fort. En tout cas, lui, il a quand même le mérite d'avoir une force passive de 10, sans aucun malus pour toucher, et en plus d'avoir quelques petites règles, donc il a notamment Égide dans l'Empereur. Ça lui sert pas à grand chose puisqu'il va avoir Halo d'Oramanite qui lui donne une sauvegarde invulnérable à 3. On l'a vu tout à l'heure, mais la sauvegarde invulnérable ne peut pas être améliorée à moins de 3 dans ce codex-là. Ensuite, il va avoir la règle commandement légendaire, la faculté de pouvoir relancer les jets de touche et de blessure pour les unités Adeptus Custodes à 6 pouces ou moins de Trajan Valoris. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Il coûte quand même 250 points, donc c'est pas pour son profil surhumain qu'on va vraiment l'utiliser. C'est vraiment pour cette bulle-là. Puisque il n'y a pas énormément de personnages qui nous permettent de relancer les jets de tir
et de blessure, enfin de tir ou de corps à corps, donc de touche et de blessure. Et ça, c'est vraiment pas mal. En plus de ça, il va avoir une dernière règle qui va vraiment le rentabiliser, à savoir joue de l'instant, une fois par bataille. Si Trajan Valoris est sur le champ de bataille, en gros s'il est encore en vie, puisque ce gland ne peut pas se téléporter, sauf moyennant un point de commandement, vous pouvez accomplir une des actions suivantes. Vous pouvez soit récupérer des 3 points de vie perdus de Trajan Valoris lors de cette phase. Vous ne pouvez pas accomplir cette action pendant une attaque ou si Trajan Valoris est tué. C'était quelque chose qu'il fallait faire avant. Ensuite, il va aussi pouvoir, à la fin de la phase de combat, engager et attaquer avec Trajan Valoris une fois supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment fort, hein. C'est tout bête, hein, mais on en parlait tout à l'heure. Le mec, il a quand même 5 patates qui vont toucher sur du 2 relançable, en gros du 2 relance des 1. Et en plus de ça, qui vont avoir force 10 et qui vont pouvoir relancer les 1 pour blesser. Et donc le mec va potentiellement passer à 10 attaques. Autant vous dire que le mec, stat, il vous fait 14 points de vie sur un Land Raider, hein. Il est vraiment pas là pour rigoler, hein. Mais enfin, certainement, la partie de lui qu'on va le plus souvent utiliser, hein, puisqu'encore une fois, on va devoir choisir parmi ces 3 règles, c'est récupérer jusqu'à D3 points de commandement dépensés lorsque vous utilisez un stratagème, mais pas plus que le nombre dépensé pour ce stratagème. En gros, ça veut dire que vous ne pouvez pas récupérer plus du nombre de stratagèmes que vous venez de dépenser. Je sais que je paraphrase, mais ça va vous encourager à utiliser un stratagème qui va vraiment être consommateur. Pourquoi pas utiliser le stratagème pour ce split avec les Terminators, qui en vaut 2, et avoir 2 chances sur 3 de rentabiliser ce stratagème-là. On passe ensuite au Shield de Capitaine, deuxième choix de QG proposé pour les Custodes, qui a un profil similaire, donc toujours 6 de mouvement, 2 plus pour toucher, au tir ou au corps à corps, force de 5, endurance 5, il a un PV de moins puisqu'il a 6 points de vie, il a 5 attaques, commandement 9 et toujours une de plus. C'est une figurine qui a la règle Égide de l'Empereur, donc il a une sauvegarde d'invulnérable à 5 et à 4 si jamais vous êtes dans un détachement full Custodes. Il vaut quand même 134 points avec épée et bouclier, donc pour baisser sa sauvegarde invulnérable de 4 à 3, ou 124 points avec une hache. Et on va le voir, hein, mais la hache est juste un profil extraordinaire de ce bouquin, puisque la hache de Castellan a 2 profils, un profil de tir qui est un tir rapide à 24 pouces, force 4, pénétration d'armure, moins 1, damage 2. Donc encore une fois, on n'est vraiment pas sur une armée qui va être capable de raser une partie de l'armée adverse au tir, mais qui, avec son profil de corps à corps, va faire plus 3 en force, moins 2 en pénétration d'armure et toujours damage D3. Donc on passe à un coco quand même qui a 5 attaques de force 8 qui touche sur du 2. Il accorde une bulle aussi de relance D1 aux unités amis Custodes à 6 pouces ou moins, donc il va pouvoir balancer lui-même 5 attaques sur du 2, relance D1, de force 8, pénétration d'armure, moins 2, damage D3. Donc c'est pareil, hein. Le gars n'est pas là pour rigoler. Maintenant, si on veut faire le débat entre le mettre avec un bouclier Storm, sous-entendu lui faire passer son sauvegarde invulnérable de 5 à 3 si on n'est pas dans un détachement full Custodes, ou de 4 à 3 pour 12 points de plus que le prix de la hache, surtout qu'en plus il ne pourra pas avoir une hache et un bouclier et sera obligé de se rabattre sur une lame de sentinelle qui pareil a 2 profils. Le profil de tir va être un pistolet 2 à 12 pouces de force 4, pas de pénétration d'armure et damage 1. Donc vraiment quelque chose de très low cost, trop low cost en fait pour être rentable en tir, mais qui va avoir en profil de corps à corps, moins 3 à la pénétration d'armure et toujours des 3 damages. Par contre pas de bonus en force. Donc la force de 5 va nous permettre d'attaquer on va dire du piéton, mais la vraie doléance de ce codex, c'est un petit peu le même que les Great Knights, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir d'armes anti-char. On y reviendra tout à l'heure, mais à part le Land Raider et un équipement sur les motos qui va coûter trop cher sans pour autant être fiabilisé, quasi systématiquement, on va préférer prendre une hache quand on peut pour que l'ensemble de l'armée ait force 8 et donc blesse quasiment tout, soit sur du 3, soit sur du 2, sauf profil extraordinaire à endurance 8 pour les blesser sur du 4. Donc là, on est quand même sur un profil de capitaine qui est excellent, qui n'est pas très cher au final, puisque 124 points pour avoir un gros ton comme ça, qui va permettre de donner une bulle de relance D1 à 6 pouces, et qui quand même va pouvoir nettoyer ce qu'il a apporté, c'est pas cher. On va aussi voir apparaître la possibilité de l'équiper d'un Misericordia, qui vaut 4 points et qui va permettre en fait à chaque fois que le porteur combat d'effectuer une attaque supplémentaire avec cette arme, à moins d'être équipé d'un bouclier Storm. Donc encore une fois, ne le prenez pas si vous avez un bouclier Storm. Et il va avoir le profil force utilisateur, moins 2, damage 1. Ça va uniquement leur permettre de ceinturer un petit peu plus au corps à corps et passer sa valeur d'attaque de 5 à 6, même s'il n'en aura que 5, en général à force 8. Ensuite, on va avoir le Shield Capitaine en armure Terminator à la russe. Il vaut 20 points de plus que sa version
sans armure Terminator, il va avoir aussi moins d'options possibles puisque lui ne peut pas avoir de bouclier Storm et va donc devoir se contenter d'une invulnérable A4. Par contre, il va avoir la règle spéciale d'une lueur dorée qui fait qu'on va pouvoir le placer en téléportarium et le faire arriver n'importe où sur la table, enfin à la fin d'une phase de mouvement, à 9 pouces de l'adversaire. Et ça, pour justement escorter une escouade, enfin escorter, on peut pas vraiment dire que c'est une escorte parce que c'est tous des putains de badass, en tout cas pour pouvoir faire une bulle de relance D1 avec des Terminators qui vont FEP, avec pourquoi pas une escouade de moto. On le verra juste après, on pourra aussi mettre un motard, mais là on a une version low cost pour faire FEP, aussi avec le stratagème, une escouade de moto et relance D1, le tir de leur anti-aérien. Pourquoi pas? Donc, il va toujours avoir la règle combattant galvanisant, donc la relance D1 à 6 pouces de lui. Malheureusement, il va avoir comme équipement un Misericordia, donc le simple fait de pouvoir faire une attaque supplémentaire sans bonus, en tout cas sans bonus de force, avec force utilisateur -2, damage 1, et être équipé soit d'une lance de gardien, soit d'une hache. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on préférera quasiment systématiquement la hache pour être sûr de pouvoir blesser tous les profils du jeu sur du 3+, ou sur du 4, encore une fois, mais il n'y a pas beaucoup de profils à endurance 8. Et enfin, QG ultra attendu, puisque figurine, mais trop classe, c'est le Shield Capitaine sur Motojet Down Eagle. Il vaut un petit peu plus cher puisqu'il va être à 160 points avec une moto équipée d'un Bolter Hurricane ou 175 points avec une moto équipée d'un lanceur à salve. Au niveau de sa caractéristique de mouvement, il va quand même pouvoir bouger de 14, avoir la règle plein gaz qui fait que s'il advance, il ajoutera 6 automatiquement. Donc la faculté par exemple pour aller choper un objectif, et encore une fois, on l'a vu tout à l'heure au niveau de ses règles spé, les motards sont super opérationnels. Donc il va être capable à 23 pouces, donc 20 de portée plus 3 pouces d'aura d'un objectif, d'aller prendre et voler un objectif. C'est juste extraordinaire. Il va toucher sur du 2, tirer sur du 2, force 5, son endurance par contre passe de 5 à 6 puisqu'il est en moto. Pareil, comme le Terminator, il passe de 6 à 7 points de vie, toujours 5 attaques, toujours commandement de 9 et une sauvegarde à 2, donc une invulnérable à 5 si jamais vous êtes sur un détachement partiel Custodes et 4 si jamais vous êtes sur un détachement full Custodes. On en parlait tout à l'heure, on a aussi le petit artefact pour passer son invulnérable à 3 et lui permettre de relancer les charges. Donc c'est vraiment un putain de bon profil pour 160 avec son Bolter Hurricane ou 175 avec son lance-missile. Pour entrer justement d'ailleurs dans l'arsenal et ses armes de tir, il va avoir le choix entre un Bolter Hurricane pour 10 points qui va être tir rapide 6 à 24 pouces, autant dire qu'à 12 pouces, il balance 12 tirs quand même de force 4 sans PA, damage 1. C'est du bolter standard, mais ça a au moins le mérite d'énormément saturer pour péter un cordon et pourquoi pas charger un petit peu plus loin derrière. Ou alors d'utiliser un lanceur à salve, là pour le coup qui vaut quand même 25 points. Donc le profil passe de 160 à 175 points, qui vont avoir deux modes de tir. Le premier c'est le missile à fusion, 24 pouces, lourd 1, force 8, PA-4, damage D6. Et si jamais vous tirez sur un véhicule, vous pouvez relancer les jets de blessures ratées. C'est bien. Maintenant, encore une fois, une figurine qui va tirer même sur du 2 avec lourd 1, il va bouger, il va donc toucher sur du 3. S'il tire sur un volant supersonique, il va toucher sur du 4. Et si en plus de ça, il y a un bonus de -1 pour être touché chez l'adversaire, il va toucher sur du 5. Un tir qui va toucher sur du 5, un Hemlock par exemple à l'étoque, qui vaut quand même 175 points, malheureusement ça fait chier. Donc c'est un petit peu dommage. Ensuite, il va pouvoir choisir comme mode de tir les missiles Flak Burst, où là pour le coup c'est toujours portée 24, c'est lourd D3, donc encore une fois vous pouvez très bien faire 3 tirs comme 1, c'est la débilité malheureusement de ce codex, c'est l'aspect aléatoire de sa létalité, qui va être force 7, pénétration main d'armure -1 et damage D3. Avec la petite règle, ajouter 1 au jet de touche pour cette arme contre les cibles qui ont le mot-clé vol et soustrayer 1 contre les cibles qui ne l'ont pas. Encore une fois, malheureusement beaucoup trop aléatoire pour pouvoir miser dessus, donc je pense qu'on l'équipera systématiquement d'un Bolter Hurricane pour baisser son coût en points, encore une fois, de 175 à 160, économiser 15 points par-ci par-là. On le verra sur les motos, mais on va quand même partir de la même logique pour pouvoir avoir une moto de plus ou autre chose et miser sur la saturation. Par contre, au corps à corps, il va pouvoir faire le taf, puisqu'il va quand même avoir 5 attaques avec sa lance d'intercepteur. Pareil, petit choix un petit peu bizarre, sa lance intercepteur ne va faire que +1 en force. Donc en fait, c'est juste un mec qui va devoir chasser en général les blindés, puisque c'est là où on va émettre la plus grosse faiblesse du codex, avec une force de 6. Donc ce gland, il va quasiment tout blesser, en tout cas tous les châssis, sur du 5.
Et c'est juste complètement débile, puisque 5 attaques qui touchent sur du 2, même si on lance les 1, bah, au moment de blesser, ça fera qu'un tiers des attaques qui passeront, et c'est pas suffisant pour compter dessus. Donc, en tout cas, sa lance va être force plus 1, donc passer sa force de 5 à 6, faire moins 3 à la sauvegarde, donc au moins on est quasiment sûr qu'ils n'auront pas de sauvegarde, ou alors ça sera une sauvegarde à 6, et encore une fois, D3 dégâts. Donc, pareil, c'est complètement con, mais de ne pas pouvoir miser sur le fait que bah, si on arrive à blesser, en général ça sera sur du 5 à châssis, on n'infligera qu'entre 1 et 3 dégâts, bah, c'est triste. Par contre, ça a quand même la règle spé de pouvoir dire qu'on va relancer les jets de blessure lors du tour auquel on charge. Donc c'est bien, ça va nettoyer un personnage adverse, puisque comme on bouge très vite, on va être capable de passer au-dessus d'un cordon, surtout on a le keyword vol, et derrière d'impacter ce qu'on veut. Le problème, c'est que bah, sur un blindé, ça sera jamais que du 5 relançable, quoi. Et pour un mec qui va avoir que 5 attaques, on va dire qu'on est un peu plus de 4 touches, et bah blessé sur du 5 relançable, on va en avoir entre 2 et 3, et donc on va faire entre 2 et 9 PEV, c'est quand même complètement con. A noter quand même qu'il va avoir la même règle que ses petits copains, soit à pied, soit en armure Terminator, combattant galvanisant, qui fait que vous pouvez relancer les jets de touche de 1 avec les unités Adeptus Custodes amis à 6 pouces ou moins de cette figurine. Donc parmi tous les choix de QG, on va avoir un auto-include qui va être en gros le Trajan Valoris, même s'il coûte 250 points, bah, c'est un petit peu le Kaldor Drago de ce codex-là, même si on se rend compte que Kaldor Drago fait beaucoup plus peur au corps à corps. Et ensuite, on va pouvoir choisir soit la mobilité avec un shield capitaine sur Motojet. Je commençais à parler tout à l'heure que ça soit au niveau des stratagèmes ou alors surtout au niveau des reliques, avoir un personnage sur moto qui va vraiment envoyer du bois, qu'on va pouvoir laisser partir en électron libre et qui va vraiment faire peur à votre adversaire. Et encore une fois, on est sur une figurine qui va avoir une faculté de tanking qui va être vraiment extraordinaire, même si le craquage existe, mais qui fait que votre adversaire va devoir claquer énormément de tirs, et pour le coup, si vous avez un craquage positif, peut-être 100% des tirs adverses, et qu'il n'est même pas sûr de tuer. Donc c'est vraiment des bons choix de QG. Ensuite, on va avoir l'unique choix de troupes qui sont les Custodian Guard. C'est donc la seule taxe qu'on va pouvoir utiliser par 3. Donc en général, en 3x3 pour aller chercher un bataillon. Donc 3 points de commandement plus les 3 natifs pour pouvoir monter à 6 points de commandement. C'est un profil du Custodes standard. Donc 6 de mouvement qui touche sur du 2 au tir au corps à corps, qui a une force de 5, une endurance de 5, 3 points de vie, 3 attaques, un commandement uniquement de 8. Et là, pour le coup, c'est un petit peu dommage. Le fait est qu'on les jouera jamais dans des effectifs suffisants pour que ça soit un problème. Ou en tout cas, je pense que vu leur tanking et vu dans l'optique dans laquelle on risque de les jouer à 10, posera problème. Et en tout cas, une sauvegarde à 2. Ils ont la règle Égide de l'Empereur. Donc, ils ont une sauvegarde invulnérable à 5 qui passe à 4 si jamais on est full Custodes dans son détachement. Et vont pouvoir avoir un grand choix d'équipement, puisqu'ils vont être équipés nativement avec une lance de gardien, donc coûter 52 points, mais aussi avoir la possibilité de tronquer cette lance de gardien pour avoir une lame de sentinelle et un bouclier storm. Pour en revenir un petit peu rapidement sur les différents débats qu'il pourrait y avoir au niveau de l'arsenal, on va avoir la lance de gardien qui a 2 profils, un profil de tir qui va faire un tir rapide à 24 pas, force 4, PA-1, damage 2, donc c'est du bon tir, mais c'est pas suffisant quoi. En termes de saturation, on va pas pouvoir affaiblir les cordons adverses, hein, ou alors très peu. Et encore une fois, avec une force de 4, on blessera sur du 4 ou sur du 3, et peut-être même sur du 5 si on tape sur de la moto. Donc malheureusement, c'est pas avec le tir qu'on va aller chercher grand chose. En tout cas, cette lance de gardien va avoir le profil suivant au corps à corps, puisque ça va être force plus 1, donc il passe de force 5 à force 6, pénétration d'armure moins 3 et damage D3. Donc ça va leur donner une force de 6 qui vont quasiment tout blesser sur du 3 ou du 2, qui blesseront en général les véhicules sur du 5, hein, c'est encore une fois la doléance qu'on peut trouver à ce codex. Par contre, pénétration d'armure moins 3, et encore damage D3, donc une létalité aléatoire, ce qu'on va encore une fois reprocher un petit peu à ce codex. En tout cas, ils vont aussi pouvoir être équipés d'une lame de sentinelle et d'un bouclier storm, donc de bénéficier d'un pistolet 2 grâce à cette lame là, et d'une force utilisateur au corps à corps, PA-3, damage D3. Mais surtout, une invulnérable à 3. Et quand on commence un petit peu à voir les différentes configurations, on va pouvoir les jouer par 3, que ce soit en épée bouclier pour 177 points, ou à 156 points pour avoir 3 lances, donc les jouer en 3x3 par exemple pour aller chercher, comme je le disais tout à l'heure, la taxe de troupes, mais c'est aussi une unité qui va être super intéressante à jouer par 10. Et là pour le coup, je pense une grosse phalange bien défensive avec épée et bouclier pour 590 points. Et là pour le coup, on rigole pas trop, puisque pour un stratagème, on va pouvoir les mettre en frappe en profondeur, donc en téléportarium, et les faire arriver à la fin d'une phase de mouvement à 9 pouces de l'adversaire. Et là, on imagine trop une putain de ligne
de 10 custodianes au centre de table qui va avancer de 6 tous les tours et qui est quasiment impétable. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est vraiment, à mon avis, l'enclume de l'armée qui va nous permettre de mettre en stress, en PLS l'adversaire et nous permettre justement de contourner avec des motos ou des terminators pour pouvoir frapper là où on va en avoir besoin. Mais l'adversaire va devoir déjà claquer tellement de tirs ou tellement, on va dire, de ses ressources pour impacter, engluer ce genre d'unité, que ça peut être pas mal. En fait, je pense que la réponse pour l'adversaire est dans ce que je viens de dire. Il va uniquement falloir les prendre de côté et leur mettre un petit rhino ou un petit wave serpent, un truc comme ça, pour pouvoir les engluer de côté. À noter aussi qu'ils peuvent chacun recevoir une miséricordia, donc pour 4 points par tête, bénéficier d'une attaque en plus avec la force utilisateur, -3 à la pénétration d'armure et des 3 dégâts. En soi, pour conclure un petit peu sur les troupes qu'on considère souvent comme des taxes, on va soit choisir du 3x3 pour mettre un petit peu partout sur la table, notamment sur les objectifs, ou alors on va aller les mettre par 10 pour un choix de troupes et être capable vraiment, par exemple en allié, d'avoir un gros bloc ultra défensif qui impacte relativement bien au corps à corps et qui va faire le taf. Donc on peut très bien s'imaginer qu'on va aller chercher un petit détachement allié avec un QG pas trop cher ou alors une moto pour avoir vraiment un électron libre qui est un gros ton qui va aussi demander énormément de tirs à son adversaire, une unité de 10 custodiennes de garde pour avoir une phalange très défensif et un petit choix d'élite, on y viendra tout à l'heure, mais avec un Praetor pour rendre tout le monde sans peur. On passe maintenant au choix d'élite avec les Custodian Wardens qui par rapport aux troupes vont avoir un bonus de plus une attaque. Et vous allez voir que ce plus une attaque va clairement permettre de les orienter agressifs puisque contrairement, on va dire, au choix de troupes, ils vont avoir la faculté de pouvoir prendre des haches et comme j'en parlais tout à l'heure, les haches de Castellane vont avoir le même profil que les lances en tir, donc toujours tir rapide, 24 pouces, force 4, PA-1, damage 2, mais surtout au corps à corps, plus 3 en force, pénétration d'armure par contre -2 et pas -3 et des 3 points de vie. A noter quand même qu'il y a un petit stratagème qui permet de passer leur pénétration d'armure de -2 à -3, donc d'être sûr de pouvoir enfoncer le clou si on en a besoin. Mais c'est surtout le plus 3 en force en fait qui vont les rendre ultra couteau suisse, puisque encore une fois ils vont avoir la règle égide de l'empereur, donc avoir une sauvegarde invulnérable à 4+ si votre détachement est full custodes. Ils vont aussi avoir serment d'obligation qui est un insensible à la douleur, en gros un extrêmement résistant qui leur permet d'annuler les PV perdus sur du 6. Donc c'est vraiment fort, on y pensait tout à l'heure, mais il faut se rappeler que l'ensemble des figurines infanterie et motard de ce codex annule aussi les points de vie perdus issus d'une blessure mortelle sur du 6. Donc là ça va être 6-6 pour cette unité-là. Donc mine 2, elle va être un petit peu plus tanky aussi aux phases de psy. Contrairement par contre aux choix de troupes, ils ne vont pas pouvoir être équipés d'une lame sentinelle et d'un bouclier storm, donc eux vont vraiment être là pour plus impacter la gueule de votre adversaire. Ils sont un petit peu plus chers puisque pour le coup, ils coûtent 9 points de plus, les mettant à 201 points avec la hache pour 3 figurines, mais encore une fois, moi je conseillerais de les jouer au moins par 5, soit directement sur la table, soit pour un petit chamallow directement mis en téléportarium pour pouvoir justement être positionné où on veut. Après par 10, c'est pas déconnant non plus, mais bon là pour le coup il passe à la bagatelle somme de 670 points. Mais c'est vraiment une phalange ultra solide. On continue avec les élites et une unité très originale, c'est le Velixus Praetor en armure Terminator à la russe, qui lui vaut pas très cher puisqu'il vaut 100 points, 104 points avec la seule option d'armement possible qu'il a, c'est le Misericordia, puisqu'il va uniquement avoir une armure Terminator qui, pour rappel, dans ce codex en fait ne va pas donner une sauvegarde invulnérable meilleure, puisqu'en fait il aura toujours une 5 native qui passe à 4, encore une fois si votre détachement est full custodes, mais qui va permettre en gros d'être placé en téléportarium lors du déploiement pour pouvoir arriver n'importe où à 9 pouces de l'adversaire. Il va aussi gagner un point de vie grâce à cette armure là et un lance-grenade Ballistus qui a une portée de 12 pouces, va faire assaut D3, force 4, -3, damage 1. On y reviendra tout à l'heure quand on verra les armures Terminator. Malheureusement, c'est pas non plus l'équipement qui va faire le café. Même si, en fait, on va se rendre compte tout à l'heure que les Terminators pourront avoir non seulement ce lance-grenade, mais aussi une hache ou une autre arme qui a son propre profil de tir. Le fait est que maintenant, on s'attaque au Velixus Praetor. Donc 100 points en slip avec son équipement minimum, 104 points si on veut pouvoir lui rajouter une attaque de force utilisateur, -2, damage 1. Qui va avoir la règle égide de l'empereur, donc j'en parlais, mais c'est sa sauvegarde invulnérable et aussi le fait de pouvoir annuler les blessures mortelles issues d'une phase psychique sur du 6. Il va surtout avoir la règle Vexilla Custodes, vous pouvez relancer les tests de morale ratés pour les unités Imperium amies d'infanterie et de motards à 6 pouces ou moins de cette figurine.
c'est juste super fort dans une optique d'allié, hein. On en parlait tout à l'heure, mais le fait de pouvoir avoir des personnages qui rendent sans peur en bulle aux alliés, c'est super fort. Et ce personnage-là peut aussi le faire. Il va aussi avoir une règle spécifique qu'on doit choisir, enfin en tout cas on doit choisir un des effets au moment où on la met dans notre liste. Donc attention, hein, ce n'est pas quelque chose que vous pourrez choisir au début de la partie. C'est quelque chose que vous allez devoir déclarer au moment où vous faites votre liste. Je pense notamment aux joueurs de tournoi qui vont devoir garder cet aspect-là sur toutes les parties. Donc au niveau des règles, ça va être les figurines Adeptus Custodes autres que les véhicules ajoutent 1 à leurs caractéristiques d'attaque tant que leurs unités est à 6 pouces ou moins d'un Vexillus Praetor ami. Donc ça c'est très fort, hein. On est sur un personnage qui ne va le valoir que 100 points, on le verra tout à l'heure, mais il est aussi disponible en version low cost sans armure Terminator, donc ça peut être un bon moyen d'augmenter la valeur d'attaque de chacune des figurines, et sur un pavé de 10, ça va commencer à être très fort, hein. Autre choix, les unités d'infanterie Imperium ont une sauvegarde invulnérable de 5+, contre les armes de tir tant qu'elles sont entièrement à 9 pouces ou moins d'un autre Vexillus Praetor ami. Ça encore une fois, dans une optique d'alliance, c'est juste complètement pété, hein. C'est figurines d'infanterie, ça peut être des conscrits, ça peut être tout ce qu'on veut, c'est juste super fort. Maintenant pour moi, le meilleur, c'est Vexilla Magnifica. L'adversaire doit soustraire 1 au jet de touche en phase de tir pour les attaques qui ciblent les unités Adeptus Custodes à 6 pouces ou moins de cette figurine-là. Et là, c'est super fort. Encore une fois, on est sur une liste qui va être vraiment tanky. Et là, on va en plus de ça, en plus du fait que leur profil est tanky, empêcher l'adversaire de tirer dessus avec un malus. Et ça, c'est vraiment super fort. On est sur une figurine qui, pour son profil là, va pouvoir être positionnée quand on veut. Ça va nous permettre d'enchaîner tout de suite avec la version sans armure Terminator qui elle ne vaut que 84 points avec des options d'armes qui vont être un petit peu plus poussées puisqu'on va être capable pour 90 points de l'avoir avec un bouclier Storm, pour 94 points avec une hache, et on en parlait tout à l'heure, hein, c'est quand même une figurine qui va quand même pas mal meuler puisque ça reste une figurine avec force 8 ou avec une lance pour 92 points. Et la lance peut aussi être un bon palliatif puisque pour rappel, elle va donner -3 et pas -2 à la pénétration d'armure. Voilà. Encore une fois, moi personnellement, je partirai systématiquement sur de la hache, même si on va se rendre compte qu'il y a un stratagème qui permet, quand on est full lance, de pouvoir avoir un +1 pour blesser pour un point de commandement. Donc ça peut être un bon palliatif, hein. Maintenant, je préférais systématiquement blesser l'infanterie sur du 2 et impacter un char potentiellement sur du 3. On continue sur les choix d'élite et on va s'attaquer à une unité très séduisante de ce codex, c'est les Alerus Custodian, qui sont les Terminators de ce codex. Ils ont un profil génétiquement modifié de Custodes comme on a l'habitude de voir, donc mouvement de 6, ils touchent à 2 au tir au corps à corps, force de 5, endurance 5. Grosse particularité, comme ils sont en armure Terminator, ils ne vont pas avoir une meilleure invulnérable, hein, comme pour l'instant tous les profils Terminator qu'on a vus, hein, donc ils seront toujours en invul à 5, invul à 4 si votre détachement est full Custodes et sauvegarde à 2, mais là on est vraiment sur du standard. Par contre, il va avoir un PV de plus et une attaque supplémentaire. Donc il va avoir 4 PV, 4 attaques, commandement 9 et save à 2. Mais ce petit PV en plus va faire toute la différence puisque, encore une fois, c'est une armée qui va être très sensible au damage 3 puisque c'est instantanément une figurine à plus de 50 points qu'on va retirer ou aux blessures mortelles qui, pour rappel, en général sur un châtiment vont faire des 3 PV. Or là, le 4e PV va faire la diff, c'est-à-dire que même si votre adversaire surchatte sur ses blessures mortelles, il n'en fera que 3 et donc là il en restera une. Ça veut dire que par exemple la blessure d'après du canon laser sera obligée de finir cette figurine-là. Donc ça va vraiment être une super entrée. C'est des Terminators, donc ils vont avoir la possibilité d'être mis en téléportarium et ils vont aussi avoir une règle particulière qui est tueur de tyrans. Lorsque les figurines de cette unité engagent et consolident, elles peuvent se déplacer de jusqu'à 3 pouces vers le personnage ennemi le plus proche, même s'il ne s'agit pas de la figurine ennemie la plus proche tant qu'ils terminent leur mouvement à 1 pouce ou moins de l'unité. Donc encore une fois, hein, ça va leur permettre d'impacter, de contourner les figurines pour aller vers le personnage au moment de la mise en contact ou sur une intervention héroïque. Faut y penser aussi. C'est super fort. Au niveau de l'arsenal auquel ils ont accès, c'est une armure Terminator, et comme toutes les armures Terminator de ce codex, ils vont avoir un lance-grenade Ballistus qui est porté 12 pas, assaut D3, force 4, -3, damage 1. Jusque là, vous allez me dire que ça ne fait pas le café. Maintenant, ça va s'additionner à leur arme, puisqu'ils vont avoir le choix entre une hache de Castellan ou une lance de gardien. Et
c'est là où en fait mine de on va commencer à pas mal saturer les petits cordons qu'on va pouvoir impacter puisqu'on va en général arriver à peine plus de 9 pouces 2. À noter l'énorme particularité aussi qu'ils ont un stratagème qui leur permet de tirer sur un personnage même si ça n'est pas la figurine ennemie visible la plus proche. Et quand on voit que 5 Terminator c'est potentiellement 10 tirs de force 4 moins 3 damage 1 ou 10 tirs de force 4 moins 1 damage 2, ça va être capable en fait en gros d'aller sniper un petit personnage humain. Alors attention, ça ira pas one shot un Typhus. Le fait est que le petit commissaire qui va bien, un petit capitaine, un petit librarian pardon, Astartes, il pourra prendre cher, donc c'est vraiment efficace. Autre stratagème vraiment dégueulasse, c'est un stratagème qui est réservé justement aux Alerus Custodian, qui vaut 2 points de commandement, qui est utilisable au début d'une phase de mouvement, donc malheureusement ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser au moment où ils arrivent sur table, il va falloir attendre un tour pour ça, mais qui va en fait nous permettre de splitter l'unité en figurines individuelles. Et imaginez encore une fois une escouade, là de 3 c'est pas forcément intéressant, de 5 voire de 10, l'ennemi va devoir gérer 10 putains de Terminator individuels avec endurance 5, invulnérable à 4 et 4 points de vie chacun. Et à partir du moment où il va être obligé de diviser ses tirs, c'est évident que déjà au niveau des probas, il ne va pas être capable de one-shot à chaque fois les figurines. Donc soit il va être obligé de faire de l'overkill dessus, soit au contraire, vous allez craquer vos saves dans un sens comme dans l'autre, mais encore une fois, soit il va mourir, et ça c'était prévu par rapport au nombre de tirs que le mec a mis, soit au contraire, en fait, il va juste retirer quelques PV à ces figurines-là. Et il n'y a pas de profil dégressif. Donc, ce genre de grosses brutasses qui vont quand même avoir 4 patates qui toucheront sur du 2 avec une hache, puisque vous avez compris que c'était quand même l'équipement de mon cœur, qui vont leur donner une force 8, ça rigole pas du tout. Et en plus de ça, il faut aussi se souvenir au niveau des règles spécifiques que comme ce sont des infanteries, ils ont objectif sécurisé. C'est juste extraordinaire en fait la latitude que vont nous apporter ces unités-là. C'est vraiment un super choix. Au niveau du tarif, on va être à 70 points en slip, 82 avec la lance, 84 avec la hache. Pour le coup, vu le tarif, ces dégâts qui ont contre-attaque, ça va encore une fois être rentable de leur ajouter une Miséricordia pour 4 points, soit 420 points les 5, ou alors 840 points à 10, 880 optimisés avec les Miséricordia. Et pour le coup, c'est vrai que c'est un vrai trou dans le budget, mais encore une fois, on parle de 40 PV, 1 vul à 4, sauvegarde à 2, qui annule les blessures mortelles de phase psychique sur du 6, qu'on va être capable de diviser en plus. C'est juste extraordinaire. Franchement, j'aimerais pas avoir 10 mecs comme ça qui arrivent devant moi, qui, à la fin de la prochaine phase, si jamais je les ai pas finis, il faut quand même s'accrocher pour one-shot ce genre d'unité en un tour, va se diviser. Donc, il va être encore plus casse-couille à aller chercher. Donc, non, franchement, pour moi, s'il y a un coup de cœur dans ce codex, les Alarus Custodian en font clairement partie. Ensuite, dernier choix d'élite de ce codex, ça va être le Vénérable Contemptor Dreadnought, qui a un bon profil. Maintenant, il va y avoir débat sur est-ce qu'on a envie ou pas de l'intégrer. Puisqu'il va avoir 9 de mouvement dans son profil à plein potentiel, puisqu'en effet, il a un profil dégressif, il va toucher à 2 au tir et au corps à corps. Au niveau de son équipement, on ne va pas avoir une latitude énorme, puisqu'on va le trouver à 199 points avec un multifuseur en plus de son combi-bolter et de son arme de mêlée de Dreadnought, ou alors à 197 points avec son canon d'assaut modèle Keres. Puisque son canon d'assaut va nous offrir 6 tirs de force 7, moins 1, damage 1, ou alors le multifuseur on le connaît, mais c'est un seul tir de force 8, moins 4, D6. Grosse particularité de ce Dreadnought, et ça pour le coup c'est vraiment chouette, c'est qu'il est sujet au stratagème qui va nous permettre de le mettre en téléportarium pour un point de commandement. Et ça c'est vraiment extraordinaire. A noter quand même qu'il n'a pas la règle égide de l'empereur qui lui permet d'avoir une sauvegarde invulnérable à 5 et surtout d'annuler les blessures mortelles issues d'une phase psychique sur du 6. Lui il va uniquement avoir blindage automatique qui donne une invulnérable à 5. Et malheureusement n'est pas aussi éligible au fait d'améliorer sa sauvegarde invulnérable si on a un détachement full custodes, donc impossible de le rendre plus tanky. Maintenant, une figurine comme ça a entre guillemets 197 ou 199 points, même si on remarquera qu'il va avoir un bolter, une arme lourde et donc un malus pour toucher quand il arrive du téléportarium, c'est quand même une menace non négligeable pour votre adversaire, puisque c'est quand même force 7, endurance 7, 10 points de vie avec une sauvegarde à 2 et une invulnérable à 5. Donc pour le coup, c'est évident que c'est de la chair à canon si jamais vous le faites rentrer à 9 pouces de votre adversaire devant une unité de la scan et que vous ratez votre charge. Le fait est que si jamais vous positionnez bien cette unité, votre adversaire va avoir autre chose à faire de ses gros tirs, justement pour aller saturer la gueule de vos unités multi-PV. Donc pour le coup, là je trouve que
on est dans un rare codex où le Dreadnought va clairement être viable en fait. Et ça c'est vraiment cool puisque pour moins de 200 points, on va avoir une unité que votre adversaire ne pourra pas négliger puisqu'il va avoir 4 attaques de force 14, moins 3, damage 3. Et on en a parlé tout à l'heure, hein, mais pour le coup dans ce codex, ce qui va manquer, c'est la fiabilité des dégâts. Et là pour le coup, bah, on est clairement fiable puisqu'il touchera systématiquement sur du 2 au corps à corps, sauf quand il descend à moins de 3 PV où là il touchera sur du 3. Mais pareil, avec sa force 14, il va tout blesser sur du 2 ou du 3 et moins 3 de save, damage 3. On est quand même sur une figurine qui est relativement stable. Donc franchement, super entrée, c'est certainement un des Dreadnought qu'on veut le plus voir jouer, quelles que soient on va dire les armées, puisque bah, là on va être capable en tout cas de le préserver en téléportarium. Avant-dernière unité de ce codex, seul choix rapide, mais très attendu de la plupart en fait des viewers qui avaient regardé les ligues puisque la figurine est juste complètement magnifique. Ce sont les motos, donc les Vertus Praetor, qui ont un mouvement de 14, qui touchent à 2 au corps à corps au tir, force 5, endurance 6 puisque ça reste des motos, 4 points de vie, hein, donc comme les Terminators, c'est des figurines qui vont être un petit peu plus tanky puisque elles ne vont pas être sujettes à la remords au bout de 3 PV perdus. Ensuite 4 attaques, commandement 9, sauvegarde à 2. Elles sont jouables de 3 à 10. Elles valent quand même 80 points en slip. On doit deux choix d'équipement possibles, à savoir un Bolter Hurricane pour 90 points ou alors un lance à salve pour 105 points. Pour le coup, le Bolter Hurricane va avoir tir rapide 6 à 24 pouces de force 4, damage 1, c'est ni plus ni moins que du bolter. Et le lanceur à salve, on en parlait quand on était justement sur le capitaine à moto, va avoir un seul tir à 24 pouces de force 8, moins 4, damage D6, relancer les blessures ratées sur les véhicules, ou alors des 3 tirs, force 7, moins 1, damage 3. Et on doit choisir le profil avant de tirer. A noter quand même qu'il y a un stratagème qui, quand on tire justement avec les missiles Flag Burst, donc la version D3, force 7, moins 1, D3, va nous permettre de relancer les jets de blessures ratées. Mais malheureusement, ça ne va pas être suffisant, quoi. Encore une fois, elles sont jouables par 3. Ça fait quand même 270 points dans la version Bolter Hurricane qui vont au moins avoir le mérite de balancer 36 tirs de force 4 à 12 pouces sur du 2 versus un lanceur à salve qui malheureusement est lourd. Donc en fait, encore une fois, le bonus d'avoir une figurine qu'on paye relativement cher en points, hein. Encore une fois, là on va être sur 315 points, les squads de 3, va toucher sur du 2, du 3 s'ils se déplacent, ils ont 24 de portée, donc c'est évident qu'ils vont devoir se déplacer. Sur du 4, si jamais c'est une figurine qui a moins 1 pour être touchée, sur du 5, si en plus de ça elle est volante. C'est vraiment compliqué. Alors après, je sais que le missile Flag Burst, c'est un bonus de plus 1 si jamais vous tirez sur une figurine volante, mais c'est pas avec la force 7, moins 1 damage D3 que vous allez tomber un Stormraven, hein. Donc vraiment, c'est un petit peu une déception quand même cette unité, puisqu'elle va être encore une fois très tanky, elle bouge beaucoup, donc en fait ça va être pas mal de menaces à gérer pour votre adversaire, mais quand elle va impacter, je suis même pas sûr qu'elle fasse le taf. Ou alors, il faut les jouer en full Bolter Hurricane avec un effectif minimum de 3 à 4 motos pour être sûr d'envoyer la douche. Et là pour le coup, c'est évident qu'en touchant à 2, vous allez clairement faire le taf. Mais le problème, c'est un petit peu la même chose que le capitaine qu'on voyait tout à l'heure justement sur moto, c'est que elles vont uniquement avoir au corps à corps une lance d'intercepteur, donc plus 1 leur force, la passant de 5 à 6. Ça va être très bien contre de la plétaille, on va la blesser à 2. Si elles ont chargé, en plus, elles peuvent relancer les jets pour blesser. Maintenant, un châssis, il va juste rigoler, hein. Et en plus de ça, si vous blessez, et ça sera la plupart du temps sur du 5, ça ne fera que D3 damage. Donc encore une fois, une valeur super aléatoire. On est sur une figurine à 90 points minimum. Ça veut dire que, faut pas rêver, hein, vous allez arriver avec un effectif de 3, même à 4, au corps à corps, et donc vous allez faire entre 6 et 12 PV. C'est bien 12 PV, mais 6 c'est pas bien. Donc en fait, c'est le vrai problème de cette unité, c'est qu'on, de cette unité, voire même de l'armée, c'est qu'on ne va pas être capable de fiabiliser les dégâts. Et je pense que ça va créer énormément de frustration. Maintenant, on est sur une unité qui bouge relativement vite. Ils ont quand même la règle plein gaz qui fait qu'ils vont pouvoir ajouter 6 automatiquement quand ils advancent. Donc avoir une unité qui potentiellement, comme tout à l'heure, va pouvoir bouger de 20 pouces, prendre un objectif à 23 pouces et en plus de ça, est super OP. Donc, on est sur une unité qui, pour moi, dans sa version Bolter, est clairement viable. Maintenant, elle va pêcher, comme tout le reste du codex, des lacunes que j'ai citées précédemment. Et enfin, dernière unité du codex, seul choix de soutien, ça va être le vénérable Land Raider qui vaut quand même la bagatelle de 400 points avec l'équipement minimum et 408 points full option salade tomate oignon avec missile tracker et bolter storm. Comme tous les Land Raiders, il va avoir la règle esprit de la machine. Ancêtre invulnérable, jetez un D6 à chaque fois que cette figurine perd un PV. Sur un 6, le dégât est ignoré et ce PV n'est pas perdu.
Voilà, bon, il a 16 points de vie, ça fait que stat, il passe à un peu plus de 18. Ça reste quand même relativement correct. Maintenant, il touche sur du 2, il bouge de 10 avec son profil plein potentiel, et ensuite il a un profil dégressif. Malheureusement, pour lui, il n'a pas d'option d'équipement. C'est-à-dire qu'en gros, on aurait aimé le fait de pouvoir lui mettre de la saturation, le fait de pouvoir lui mettre des bolters hurricanes sur les côtés. Mais là, on va même pas l'avoir. Donc en fait, on se retrouve juste avec une figurine qui va balancer 4 tirs de force 9, moins 3 D6. Attention, hein, c'est très bien, ça fait 4 tirs de canon laser. Et un tir de bolter lourd de jumelé, soit 6 tirs de force 5, moins 1, damage 1. Où là, pour le coup, on est quand même sur quelque chose d'anecdotique. C'est bien, hein, c'est efficace, ça touche à 2, ça peut bouger et toucher à 2 quand il est en profil full. Maintenant, on parle de 400 points. On n'est pas loin d'un Nika, on n'est pas loin d'un Mortarion quand même. Voilà, ça transporte 5 figurines Adeptus Custodes, donc ça va nous permettre en effet de pouvoir mettre une escouade de 3 quand on va aller chercher une taxe en troupe ou pas d'ailleurs, et 1 ou 2 personnages. Donc en effet, pour une pause, de pouvoir en avoir 4. Ça, c'est bénéfique. Maintenant, de toute façon, on sera systématiquement, si on joue Custodes, en infériorité en termes de pause. Donc, on aura très souvent, si on joue un scénario Chapter Approve, +1 pour prendre l'initiative. On n'aura pas nécessairement besoin de prendre un Land Raider pour ça. Et je trouve que 400 points, malheureusement, c'est mettre beaucoup d'œufs en or, en tout cas, dans le même panier. Et typiquement, moi, je préférais clairement avoir soit 4 motos, voire 5 avec Bolter Hurricane, ou alors 4 motos avec lance-missile. Donc vraiment, à voir. De toute façon, on va faire des tests sur la chaîne, mais le Land Raider, en tout cas, me séduit pas par rapport à ça. On a donc fait le tour de l'ensemble des entrées du codex. C'est un codex qui est vraiment, vraiment beau, qui a une véritable identité, une vraie âme. On est sur le premier codex véritablement élite de cette version 8, puisque on est vraiment sur une armée qui, en mode dex, va s'axer autour de 20 à 30 figurines. Donc chaque figurine va être relativement importante. Chaque figurine a aussi le profil d'un personnage, d'un héros. Donc on va vraiment pouvoir s'identifier à elle, puisque même dans la façon de jouer, quand on regarde les effectifs des unités, on va les jouer par 3. Par 5, peut-être par 10, le fait est que, vu leur valeur de commandement, ce n'est pas des unités qui vont fuir d'un coup. C'est des unités où il va très souvent rester une seule figurine. Et une figurine avec une sauvegarde à 2, une invul à 4, peut-être à 3, et autant de points de vie, on peut clairement penser que c'est un personnage. Et c'est ça qui va être génial, en fait. On va jouer systématiquement des coins de table avec des barreaux d'honneur où il restera peut-être qu'une figurine sur un objectif, et il va le tenir. En plus de ça, il sera objectif sécurisé, il va même vous rapporter des points. Je pense que cette âme-là, on va dire cet ADN de l'armée, est même confirmé par Game Workshop quand on regarde les objectifs tactiques de cette armée-là, puisque vous allez être systématiquement récompensé par le fait de tenir un objectif. Vous allez même avoir des stratagèmes qui, si jamais vous êtes à côté d'un objectif, vont vous permettre de retaper ou ce genre de choses. Donc, c'est clairement, on va dire, l'idée de Game Workshop de faire ça de ce codex. Maintenant, pour moi, c'est pas un codex qui va être très fort, sauf dans un milieu moyen, voire un petit peu mou. Puisque en effet, si jamais en face, vous avez des listes qui ne savent pas réellement impacter à un endroit précis, vous allez être capable de tanker, perdre une figurine par tour, 2 figurines par tour, et derrière, pouvoir engager votre adversaire. Mais maintenant, sur une liste un minimum bien faite, et je parle même pas d'optimisation, vous allez vraiment galérer sur un adversaire qui va aussi avoir certains bons réflexes pour prendre les faiblesses de votre armée et en jouer en sa faveur. Je pense à, par exemple, envoyer un Wave Serpent sur le côté d'une unité. Vous allez avoir au maximum 2-3 custodes qui vont taper. Vous allez lui faire péter, aller au maximum 4-5 points de vie. Et lui, il va vous avoir englué une unité qui va valoir entre 300 et 500 points. Donc, voilà, là où pour moi on va tirer la quintessence de son armée, c'est justement par les petits stratagèmes en appuyant là où ça va faire mal. Je pense notamment au Terminator qu'on va être capable de split et là pour le coup l'adversaire va clairement transpirer. Ou alors aussi au moment où on va arriver de claquer le petit chamallow qui va bien, toujours sur ce Terminator pour aller essayer de sniper un personnage. On va être capable aussi, mine de avec quand on arrive du tir à moyenne et longue portée, même si ce n'est pas du gros tir, c'est quand même du tir qui est force 4, donc on va galérer à blesser, mais qui est -2. Donc pour le coup, on va être capable quand même d'aller chercher des mecs en mousse dans une ruine ou ce genre de choses et de les sortir un par un. Pour moi, l'armée, elle est relativement juste dans sa valeur en points si on essaie juste de calculer, on va dire, la valeur en points d'une figurine. Le vrai problème, c'est pas ça, c'est qu'en effet, un Custodes, quand on regarde, c'est 40 points en slip, on va dire 59 points quand on va être avec un bouclier Storm. En effet, c'est proportionnellement par rapport à 4 Space Marines, aussi tanky. Le vrai problème en fait qu'on va avoir dans cette armée-là, c'est que c'est pas 4 fois plus létal. Et donc on va se retrouver avec une liste qui va être très tanky, mais qui ne va pas savoir essouffler l'adversaire, et qui par contre va s'essouffler au niveau de son tanking au fur et à mesure des tours. Et
Je pense que c'est ce qui va être le plus frustrant avec cette armée en fait. C'est de jouer, on va dire, sur des craquages 2D positifs comme négatifs. Et quand on parle justement de stats en parlant de la valeur en points d'une figurine, c'est aussi un autre aspect à prendre en compte. C'est que comme on va être amené à lancer beaucoup de dés et qu'on va être sur une armée très tanky, c'est-à-dire en général sur chaque lancer de dés, en moyenne entre 16 et 25% de chance de perdre un PEV ou un multi-PEV, tout va se jouer au craquage. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire, on va pas avoir 100 figurines sur lesquelles on va pouvoir lisser les stats. On va en avoir entre 20 et 30 sur une liste à 2000 points. Et donc ça va être assez compliqué de se dire, là je jette un jet de dés, il y a 10 dés, je fais 3-1, je perds un mec cash. Alors que stat, j'aurais même pas dû perdre un PV et demi. Et c'est sur ce genre de craquage, en fait, malheureusement, je pense que l'armée va essouffler le joueur qui l'a en main. Au niveau de l'aspect collectionneur, on est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, sur une armée qui a une âme, mais maintenant qui ne va pas avoir beaucoup d'entrées. On l'a dit au début de la vidéo, c'est un codex où le contrat est rempli au niveau du fluff, mais qui n'a pas beaucoup d'entrées et qui ne fait que 80 pages. Donc malheureusement, ce n'est pas le codex que je conseillerais à quelqu'un qui va vouloir faire une grosse collection. Donc on ne va pas avoir beaucoup d'unités non plus. En termes de choix d'équipement, on va très souvent être, soit pour les troupes, je peux te mettre un bouclier, une lance ou une hache, mais on ne va pas être capable non plus d'aligner une escouade de dévafants de cours, voilà. Donc je pense que malheureusement, c'est une armée qui va un petit peu s'essouffler. Encore une fois, j'utilise beaucoup ce terme, mais c'est un petit peu ce qu'on retient de ce codex, c'est qu'il n'y a pas 50 milliards façons de les jouer, il n'y a pas 50 milliards façons de les collectionner, et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, la conclusion, c'est que je conseillerais cette armée comme une armée de récréation pour quelqu'un qui a déjà une autre armée plus complète, comme du Space Marine du Chaos, comme de l'Eldar, comme n'importe quel, on va dire, Astartes, pardon. Mais comme première armée, je pense que malheureusement, on va vite s'essouffler au bout de 10-12 parties, puisque on aura fait le tour de cette armée-là. Maintenant, c'est une armée qui va être, comme toutes les armées tanky, relativement agréable à jouer, puisque c'est une armée qui est faite pour être jouée de façon passive. Et c'est un petit peu juste miser sur les dés pour pas que l'armée s'effrite. Et en plus de ça, si on décide d'être proactif, on va être capable d'impacter la gueule de son adversaire. Pour moi, c'est un codex qui est moyen, qui peut devenir moyen bon grâce à ses stratagèmes, qui peut être excellent en termes d'alliés, puisque ça va nous permettre d'apporter énormément de choses. Je pense à de la garde impériale qui aujourd'hui au niveau de ses pavés va s'ouvrir des tests de morale, là on l'a vu, mais il y a pas mal de moyens de fiabiliser le moral des alliés, ou aussi en apportant un blob ultra défensif qui fait que même si aujourd'hui par exemple l'Astra a les Ogreen, là on parle de mecs qui sont quand même des gros tons avec sauvegarde à 2, potentiellement invulnérable à 3, et qui alliés à de l'Astra vont même plus être tant que ça victimes de la magie. Puisque, on l'a déjà vu, mais sur les codex Astra Militarum, on va avoir plein de petits psycheurs qui sont d'excellents contre-psy, qui, mis dans une phalange custodes, à mon avis, va faire la diff. J'en ai donc terminé avec la lecture et l'analyse de ce codex. C'est intéressant puisque pour le coup, il y a pas mal de failles qui sont visibles au niveau gameplay et équilibre au sein de ce codex, mais je trouve qu'en fait, il a un caractère et une gueule tellement folle que ça donne envie de les jouer, et pour le coup, c'est une armée qui va être adoptée par le studio. Donc vous allez pouvoir en fait suivre l'évolution de cette armée au sein du studio, suivre aussi l'évolution de la prise en main et du gameplay autour de différents rapports de bataille qui vont mettre les custodes dans différentes situations pour voir justement comment évolue ce codex, dépendamment aussi des optiques de liste, fun, narrative ou très compétitive. Il va aussi avoir une table qui va être dédiée à ces rapports-là, une table custodes, il y a un petit spoil ici puisque ce qui brille plaît toujours. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à faire un tour sur son Tipeee, le lien sera dans la description. Et je vous dis à plus les Wargamers.